On va revenir en France et on va parler de votre facture énergétique. Voilà un sujet concernant. On vient de publier, c'était hier, enfin, après 3 années d'attente, la programmation pluriannuelle de l'énergie. La 3e version, la PPE 3. On va peut-être commencer tout simplement par vous expliquer ce qu'est cet acronyme barbare avec Jean-Marc Vittori qui va nous expliquer tout ça très bien. À quoi ça sert la PPE, Jean-Marc ? L'énergie, c'est un domaine à temps long. Une centrale nucléaire, entre le moment où on commence à l'envisager, le moment où on va terminer de la démanteler, ça fait 1 siècle. Et donc, on ne peut pas gérer ça comme le budget annuel ou même comme le temps d'un cycle électoral normal de 5 ans. Il faut absolument se projeter dans le temps long. C'est vrai pour la centrale nucléaire, c'est vrai aussi pour les infrastructures, les lignes à haute tension et l'ensemble du parc qui produit de l'énergie. On ne peut pas regarder ça à la petite semaine. Il faut vraiment regarder le temps long et c'est pour ça qu'il y a une tentative en France d'avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie, comme il y en a une dans le militaire, pour les mêmes raisons. Le temps militaire, c'est pas un temps, ça ne peut pas être le temps budgétaire annuel, il faut que ça soit absolument un temps plus long. Alors quand même, on la révise tous les 5 ans, cette PPE. C'est la 3e depuis 2015. Le problème, c'est que normalement, ça doit ouvrir du temps long et qu'en France, on fait exactement l'inverse. On est à la 3e en 10 ans et avec à chaque fois des inflexions tout à fait significatives sur les orientations. Et donc, ce qui devrait être... Il y a 10 ans, on devait fermer le nucléaire. Ce qui devrait éclairer... Question très politique. Ce qui devait éclairer le chemin, en fait, au contraire, l'obscurcit et rend l'action plus difficile pour tous les acteurs privés qui doivent se mobiliser là-dessus. Donc, effectivement, aussi, le cas le plus flagrant, c'est le nucléaire. Emmanuel Macron avait fermé la centrale de Fessenheim avec sous la pression des écologistes. Non, mais son argument extraordinaire, c'était une promesse de mon prédécesseur. Oui. C'était pas ma promesse à moi, c'était la promesse de mon prédécesseur. Et donc, c'est un argument absolument baroque. Et on voit bien aujourd'hui, et on l'a bien vu à partir de 2022, quand on a commencé à tirer sur l'électricité et qu'on a eu en plus des problèmes sur les centrales, on voit bien à quel point on a zigzagué dans le n'importe quoi. Bon. Et donc, voilà, c'est évidemment une très bonne idée d'avoir une programmation pluriannuelle, à condition de le faire sérieusement. Et en France, on ne le fait pas sérieusement. On ne le fait pas sérieusement parce qu'on n'écoute pas les ingénieurs, on écoute les politiques. Eh oui. C'est ce qu'il faudrait. C'est peut-être la principale leçon. On voit la une des Échos aujourd'hui. Énergie, priorité au nucléaire. C'est ce qui ressort quand même de cette nouvelle PPE. C'est-à-dire qu'après avoir fermé Fessenheim, on s'est rendu compte qu'effectivement l'énergie la voie était plutôt vers la relance du nucléaire. C'est ce qu'on retient de cette PPE, Erwan Tison. C'est l'article à la une des électrons libres aujourd'hui, de l'analyse justement qui est faite par 2 de nos auteurs sur la PPE. En fait, ce qui est intéressant, c'est déjà ce qu'on peut voir, c'est que premièrement, cette PPE-là, elle fait la part belle à l'atome. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. On avait effectivement la dernière qui prévoyait la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Maintenant, on s'est guéri. Là, on va en ouvrir 6, plus peut-être 8. Voilà, donc déjà, c'est une bonne chose. Mais souvent, politique varie, bien falsifie. À condition qu'on ne redonne pas un coup de volant dans l'autre sens dans 3 ans. Exactement, ça c'est le problème. Mais ensuite, dans la PPE, il y a par contre un truc, et c'est d'ailleurs le propos de l'article que je cite dans les électrons, il y a un petit peu fromage et dessert dans cette PPE-là. C'est-à-dire qu'on mise à la fois sur l'atome, mais de l'autre côté, un petit peu comme dans le budget, en fait, il a fallu faire plaisir notamment aux écologistes et au Parti socialiste et un petit peu à la France insoumise qui s'en est quelque part entre les lignes réjouie de cette PPE-là aussi. C'est-à-dire qu'on a remisé aussi sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on a, en creux, on pourrait dire, on a sauvé on avance sur la filière nucléaire, mais en fait, quand on regarde dans le détail, en fait, on fait plaisir à peu près à tout le monde, si ce n'est bien sûr au lobby gazier et pétrole. Mais ça, c'est une très bonne chose pour l'environnement. La question qui se pose derrière, c'est qui va payer et combien ça va coûter. Parce qu'effectivement, on est face à des investissements qui sont très importants. Et la question qui est quand même assez importante, c'est quels choix vont faire les entreprises ? Quelles sources d'énergie vont-elles choisir ? Sur quel robinet vont-elles ouvrir ? Parce qu'on a beau effectivement tous autour de la table et tous les patrons chefs d'entreprise envie de sauver la planète, le problème c'est que derrière il y a aussi une compétitivité à assumer. Et quand vous avez une compétitivité qui est largement amputée par l'environnement social-fiscal de votre pays, vous n'avez pas des marges de manœuvre immenses sur votre choix énergétique. Et un coût de l'énergie 2 fois supérieur à celui des États-Unis aujourd'hui. Comment on fait, Laurent Vronsky, d'ailleurs, quand
Vous opérez aux États-Unis, vous vendez beaucoup, vous êtes en concurrence avec des entreprises aux États-Unis. Vous êtes un industriel. Quand le coût de l'énergie est 2 fois supérieur en Europe aux États-Unis, comment on reste compétitif? Alors déjà, je rappelle qu'à l'origine de toute révolution technologique ou industrielle, vous avez l'énergie. Je veux dire que c'est pas juste des gens qui cogitent et des beaux rapports. Alors, je ne veux pas être insolent, mais si vous laissez bien d'avoir la PPE. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on a décrété qu'on allait ouvrir 6 centrales nucléaires qu'on va les ouvrir. Donc comment on fait? Écoutez, c'est pas compliqué. C'est le cas de beaucoup d'entreprises. C'est que comme vous savez très bien que vous n'êtes pas compétitif sur certaines parties de votre chaîne de coûts, eh bien vous travaillez votre chaîne de valeur pour que sur d'autres éléments, vous soyez compétitif, voire plus. Ce qui fait que globalement, le client accepte de payer plus d'un côté pour pouvoir s'offrir vos merveilleux compresseurs que le monde entier nous envie. Moi, je vais vous dire, quand je vois le PPE, je suis absolument consterné. Et je suis consterné parce que, si vous voulez, nous sommes dans les centrales nucléaires. Et on y est depuis 30 ans. Donc moi, je veux dire, et j'ai vu comment la filière, si vous voulez, a été laissée à l'abandon. J'ai vu comment les champions français, qui sont nos clients, si vous voulez, j'ai vu les plans sociaux où on a poussé tous les gens qui avaient 50 ans dehors. Oui. Mais ils sont partis avec leur bagage. Avec des pertes de savoir-faire terribles. Colossales. La filière nucléaire, si vous voulez, soudeur notamment, c'est pas quelque chose qui se crée en un claquement de doigts. C'est pas parce qu'on a des politiques qui décident que demain on ouvre une centrale que la semaine prochaine on en ouvre une. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas une ouverture de centre commercial. Bon. Donc, je rappelle aussi, et je ne citerai personne, j'ai lu dans un programme politique qui se dessine pour 2027 qu'il y en a qui expliquent qu'on va en clair ressortir du nucléaire. Alors on fait quoi? Et c'est ce que disait Jean-Marc. Je veux dire que mettre en ordre de bataille une industrie avec les compétences, les formations, je répète juste qu'on a dit à des jeunes ingénieurs, surtout, il ne faut pas aller dans le nucléaire, il ne restera que du démantèlement. Oui. C'est très vendeur, ça, comme proposition. Donc il faut recréer de la compétence, former des jeunes, former un outil industriel, reconstruire un outil industriel, et on ne sait toujours pas, il y en a toujours qui sont là, qui vous expliquent que non, il faut mettre des éoliennes partout. C'est la même histoire que l'automobile. C'est-à-dire que plutôt que de laisser la parole aux politiques, il faut mettre les gens qui sont légitimes autour de la table. Et il y a des cas de figure où c'est de l'éolienne, il y a des cas de figure où c'est du nucléaire, il y a des cas de figure où c'est du solaire, mais il n'y a pas, si vous voulez, de costume à taille unique. Il n'y a pas de vérité ultime. Maintenant, nous, en tant qu'industriels, par rapport à la question que vous m'avez posée, on s'est posé la question, évidemment, de est-ce qu'il fallait, par exemple, qu'on s'équipe en panneaux solaires? Mais ce n'est pas simplement pour, je dirais, faire bien sur le site web de l'entreprise. C'est que nous, on a eu des coupures de courant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu des coupures. Bon. Et donc, pour une entreprise comme Hervor, ce n'est pas juste l'appareil d'air conditionné qui s'arrête. Donc on je me suis dit, écoute, là il faut vraiment... autonomie stratégique. Mais comme les écoles Espérance banlieue, je me suis dit, dans le jardin. Si demain l'outil ne fonctionne plus de production, il faut que nous, on soit autonome, parce qu'on ne peut pas produire des compresseurs uniquement... Non mais vous avez eu des coupures, Laurent, en 2022, pendant la crise énergétique. Absolument. Parce qu'on l'électricité ne s'est jamais arrêtée en France quand même. Écoutez, elle ne s'est pas arrêtée en France, elle s'est pas arrêtée complètement. Il y a eu des tensions. Mais vous avez eu des coupures, donc évidemment... Et on coupait dans les entreprises pour préserver les ménages d'ailleurs à l'époque. C'était le choix politique qui a été fait. Je me suis dit, soyons intelligents, je veux dire, en plus on nous explique qu'on incite les entreprises à mettre des panneaux solaires. Bon, nous on est dans la région parisienne, c'est pas vraiment le cœur du Sahara. Là on recule maintenant dans la nouvelle PPE sur le solaire. Ah mais attendez, mettre en place des panneaux solaires, je veux dire, au niveau d'une entreprise, mais c'est complètement délirant. C'est-à-dire que la loi a changé quasiment tous les ans, parce que comme il y a une partie où vous ne pouvez pas consommer, vous êtes obligé de la revendre. Alors là, je veux dire que les tarifs changent, les aides changent. Alors oui, alors un coup on vous dit, il faut le mettre sur le toit, là vous avez des aides. Ah ben non, c'est plus sur le toit. Maintenant il faut faire des ombrières. Ah ben non, il ne faut plus mettre des ombrières. Enfin bref, vous savez ce qui s'est passé avec ça? Maintenant c'est un dossier sur mon bureau. Voilà où on en est. Et donc il n'y a plus de panneaux solaires. Même histoire que l'automobile. Instabilité normative, les conséquences très concrètes. Qui va payer la facture, Jean-Marc? C'est la grande question. Erwan en parlait. Effectivement, je vous engage à aller voir le site, le papier sur le site Les Électrons Libres. On ne sait même pas combien va coûter, en fait, réellement, cette nouvelle PPE. Il y a beaucoup d'estimations qui ont été jetées dans l'air, de 35 milliards pour certains, une source au sein de l'exécutif, 300 milliards pour le RN. La Cour des comptes qui nous dit une centaine de milliards entre les deux.
Bon, est-ce qu'on sait qui va payer au final? Non, mais d'abord, c'est une programmation, hein, c'est quelque chose d'indicatif, c'est pas une planification. Excusez-moi de faire un peu de vocabulaire, Oui. mais Non, voilà, mais c'est important d'être précis. c'est une programmation, donc c'est indicatif. Il va y avoir des choses qui vont être d'initiative publique ou pas très loin, parce que EDF, c'est même une entreprise complètement publique, mais il va y avoir aussi beaucoup de choses des acteurs privés, avec une vraie difficulté pour l'esprit français. Hein. La France a pu faire un programme nucléaire très efficace parce que c'est un pays très centralisé. Et donc, c'était facile de décider pour un pays très centralisé. Pierre Messmer, en comment 1973. on allait développer une énergie très centralisée. Ça c'était congruent, quoi. Et alors, faire des formes d'énergie très décentralisées en décidant au cas par cas, parce qu'en France, hein, on a beaucoup de mal à faire. Hein. On a toujours tendance à dire, on expérimente un truc quelque part, et comme ça marche, on va le faire dans la France entière. Là, il faut faire l'inverse, quoi. Il y a des endroits où il faut du solaire parce qu'il y a du soleil et que c'est pas oui, bien. c'est du bon sens. Il y a des endroits où il faut faire du solaire, il y a des endroits où il faut mettre de la batterie, il y a des endroits où c'est moins nécessaire. Et donc ça, c'est des choix qui doivent être faits au niveau local par des acteurs privés. Et donc ça, c'est très difficile aussi à budgéter, à prévoir. Donc le chiffrage global, moi, me paraît un exercice extrêmement hasardeux. Par contre, qui va payer, on sait, c'est le consommateur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, peut-être un peu du contribuable. Après, c'est le même. Hein. Oui, c'est le même. L'essentiel sera le consommateur, je vous rassure. Il faut donc s'attendre à une hausse du coût de l'énergie dans les 10 prochaines années. Regardez déjà dans votre facture d'électricité la part de la taxe. Oui, on revient aussi. Voilà, la distinction entre contribuable et consommateur, là, n'est pas évidente, puisque c'est le consommateur d'électricité qui paye une taxe. Je crois qu'on est à plus d'un tiers dans le prix de l'électricité. Oui, c'est ça. Qui relève de la taxe. Oui. Et la taxe qui est affectée à des objets, à l'efficacité. Oui, le coût de l'énergie, ça n'est que 30% finalement. C'est 30% de taxes, 30% de réseau, de financement du réseau et 30% sur l'énergie. Il y a le régime fiscal aussi et le régime spécial des retraites des électriciens pays aussi. Aussi, accessoirement, mais qui va baisser. Cette taxe-là va baisser. Oui, tout à fait. Mais qui sera justement financé par pour 10 € par an sur votre abonnement. Qui sera financé ailleurs. Mais... Qui sera financé par le déficit du régime général des retraites, dont le corps vient de nous expliquer cette semaine qu'il allait s'accroître du fait de la dénatalité. Bienvenue en France. Juste un petit point, Raphaël, et je pense que c'est le fil conducteur qu'on a sur nos trois sujets. Et ce qu'on voit, c'est en économie, c'est le grand débat qu'il y a sur la différence entre la règle et la décision. Oui. C'est le débat qui a sous-tendu sur l'indépendance des banques centrales. C'est un débat dont on parle souvent ici. En gros, soit vous avez une règle, c'est-à-dire que vous inscrivez dans la loi un objectif à atteindre et vous ne pouvez pas déroger de cet objectif-là, vous mettez tous les moyens pour y arriver, soit vous avez la décision, c'est-à-dire que vous arbitrez à vue au gré justement de l'actualité et de la conjoncture. Les deux modèles ont leurs avantages, mais ce qui est bien dans la règle, c'est pour ça que la Banque centrale européenne est indépendante, elle a une règle à lutter contre l'inflation et elle s'y tient. On ancre les anticipations, on peut anticiper ce que va faire la Banque centrale. Pour l'énergie, il nous faudrait exactement la même chose. Il nous faudrait un système il faudrait qu'EDF soit complètement hermétique aux politiques, il ait le même statut qu'une banque centrale et qu'il puisse du coup fixer sa règle sur 100 ans en disant l'objectif c'est une énergie peu chère, peu carbonée et les ingénieurs se donnent les moyens et on ne déroge pas à cette règle-là. Pour les entreprises, je pense que ça serait, en tout cas c'est ce que la plupart des chefs d'entreprise nous disent, ça serait salutaire d'avoir déjà cette charge mentale-là en moins, de se dire l'énergie, on sait où on va et ça bougera pas. Et ça permettrait notamment d'avoir de la clarté et ça pourrait aussi s'appliquer à d'autres sujets. Cette règle et la décision, mais on en parlera d'autrement, mais ça permettrait, le politique serait pas content parce qu'effectivement il perdrait un petit peu de son efficacité, de son utilité, mais pour un pays qui en plus navigue à vue sur énormément de sujets, de savoir sur des sujets régaliens où est-ce qu'on va, ça ferait du bien. Bon, peut-être un mot positif quand même pour dire que en l'atome France, est sauvé. Le coût de l'énergie, d'abord l'atome est sauvé, et le coût de l'énergie en France est de 40 à 45% inférieur, l'électricité, pas l'énergie, de l'électricité, pardon, est de 40 à 45% inférieur à celui de l'Allemagne, par exemple, et qu'on produit aujourd'hui bien davantage que ce que nous consommons, ce qui permet d'améliorer la balance commerciale. Et de manière décarbonée, faut le dire. Française, et de manière décarbonée. Tout n'est pas si mauvais. J'ajouterais un exemple positif. On sait faire ça. Je suis fasciné même par l'exemple Notre-Dame. Bah oui. Mais il faut des lois d'exception pour ça, Jean-Marc. Non, mais j'y viens. On a donné deux choses. Il y avait un budget et un délai imparti. On a tenu, comme les Jeux Olympiques. Et donc, le budget a été tenu, le délai a été pratiquement tenu. Et ça a marché. Comment est-ce qu'on y est arrivé ? Volonté forte, cap fixé,
règles claires. Un militaire à la tête du projet. Un militaire à la tête du projet. Un cordon sanitaire autour du projet. Et derrière des règles qu'on a fait sauter parce qu'elles étaient inutiles ou qu'elles entravaient le jeu. Et le chantier Notre-Dame n'a pas été un chantier mortel pour les ouvriers. Il n'y a pas eu de... Voilà, le relâchement des règles n'a pas entraîné de conséquences graves. Oui. Donc c'est possible de le faire, on sait faire, on peut y arriver. C'est exactement la même chose pour les Jeux Olympiques. C'était quand même les 2 victoires de l'année 2024. Les 2 sont passées par des lois d'exception. Laurent Vansky. Moi, je vais faire un peu de sociologie, puisque là, on est dans l'Hexagone, en seconde partie d'émission. Je trouve qu'on vit une période vraiment passionnante, parce que vous avez une partie de notre pays, qui est généralement la classe politique dirigeante, qui continue à croire que c'est eux qui sont les plus légitimes et que forcément, c'est-à-dire que les intérêts privés qui vont se mettre autour de la table pour résoudre un problème ne sont motivés que par leur intérêt propre et donc forcément, on va arriver à une décision qui ne sera pas la bonne et qui va servir l'intérêt de peu de personnes autour de la table. Et au niveau de la population, on assiste, notamment depuis le Covid, que nous avons tous bien connu, il y a un renversement des tables. C'est-à-dire que vous avez, quand vous parlez, je dirais, à Madame Dupont au coin de la rue, eh bien, il y a, si vous voulez, aujourd'hui, un capital confiance inégalé qui est accordé aux gens de la société civile et particulièrement aux managers et aux chefs d'entreprise. Il y a un baromètre Cevipof qui est sorti très récemment. Oui, là c'est un petit peu, c'est aussi, puisque vous parliez de fil conducteur, je veux dire qu'on a des décisions publiques qui ont un vrai métro de retard. Et je veux dire qu'aujourd'hui, de mettre des industriels, de mettre des gens de la société civile qui apportent leur légitimité, je ne dis pas qu'ils ont la science infuse, et je dirais, c'est pas servir les intérêts du grand capital. Et c'est ça le problème, c'est que vous avez des gens qui considèrent qu'ils ont la vérité, si vous voulez, divine, et que vous, de toute façon, vous êtes un privé, donc de toute façon, vous allez prendre une décision qui est biaisée. C'est ça, la révolution copernicienne que moi j'appelle de mes voeux pour notre pays. Oui, alors même que les Français ont de moins en moins confiance en le politique. C'est l'un des grands enseignements du baromètre Cevipof, Institut de l'entreprise, sur la confiance que vous avez publié il y a quelques jours. Tout à fait, qui a été publié cette semaine. On voit qu'il y a une chute vertigineuse sur le long terme de la confiance envers les politiques et la confiance envers les entreprises est stable. Et ce qui est très intéressant encore, c'est que la part des sondés qui demandent à ce qu'il y ait une augmentation du dirigisme des entreprises de la part de l'État diminue, on est environ à 36%, alors que la part des sondés qui demandent à ce qu'on laisse beaucoup plus de liberté aux entreprises est environ de 59%. Et ce qui est intéressant, c'est que on montre une stabilité, enfin ce baromètre montre une stabilité de la confiance dans l'entreprise, dans le chef de l'entreprise, dans sa capacité à innover si on lui laisse la liberté, dans un environnement où l'entreprise n'a jamais été autant attaquée que ces derniers mois. On sort quand même d'un débat sur les dividendes, sur la taxe Zuckman, sur les hauts patrimoines, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Malgré cette chape de plomb justement qu'impose le politique sur l'entreprise, et ben en fait on se rend compte que l'électeur, le citoyen, qu'est-ce qu'il se dit ? Il préfère accorder sa confiance à celui qui est critiqué plutôt qu'à celui qui critique. Peut-être une parabole à méditer pour le politique. À 18 mois maintenant de l'élection présidentielle.